Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, des clés d'une vie exceptionnelles avec un invité exceptionnel. Vous êtes le roi du reggae, mais aussi celui des clés d'une vie. Le bilan de notre premier tête-à-tête, voici 3 ans exactement, c'était près de 400 000 vues sur notre chaîne YouTube, un record absolu. Le défi aujourd'hui, le battre à l'occasion de la sortie de votre 20e album, où vous démontrez justement que moralement, vous avez toujours 20 ans. Bonjour Alpha Blondy. Bonjour mon frère Jacques. Alors vraiment, j'ai cette première émission, mais du monde entier, on vous connaît partout. Mais on avait des messages des États-Unis, de Chine, partout. Alpha Blondy est une star mondiale. Ben, on a cette chance-là, on dit Dieu merci. Voilà. Alors, il y a un nouvel album qui est assez particulier. D'ailleurs, cet nouvel album est dédié à l'art, justement, hein, avec des tableaux. On va en parler tout à l'heure. Ok. Mais justement, parce que c'est dédié à l'art, la première date que j'ai trouvée est liée justement à l'art. C'est le 6 septembre 2014. C'est la première fois que vous parlez art à la télévision. Vous êtes invité à une émission qui s'appelle Le Paris des Arts au musée Rodin. Ah oui, avec ma petite sœur Valérie Fayolle. Voilà, et okay. C'est la première fois, je crois la seule fois, où vous expliquez combien vous aimez la peinture, la sculpture. En effet, je suis un peintre frustré. C'est-à-dire moi, souvent, j'ai dit à l'histoire, j'ai dit, faire les visages là, avec détail. C'est ça pour moi la peinture, tu vois. Mais je suis jamais arrivé à faire ça. Mais par contre, j'adore voir les œuvres d'art. J'adore voir les sculptures. J'adore voir parce que c'est divin. Avoir cette puissance-là, ce savoir-faire, ok. Écoute, c'est divin. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette émission, on vous voit en train de réfléchir justement devant le penseur de Rodin. Yes. Exactement. Ça vous a marqué. Lui, il pensait, moi, je me souciais. Voilà. Et c'est pas le penseur de Rodin quand on voit tout le travail que vous faites, justement. Et vous savez qu'en plus, il a raté 3 fois de suite l'école de sculpture des Beaux-Arts. Et c'est seulement à l'âge de 40 ans qu'il a commencé à être célèbre. Avant, ça ne marchait pas du tout. Les échecs, c'est pour mieux sauter. Exactement. Alors, il se trouve qu'il y a aussi une image de l'enfer de Dante qui vous passionne dans cette émission. Oui, les portes de l'enfer doivent rester fermées, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et vous dites que vous rêveriez d'être le Rodin de la musique africaine. Eh ben, voilà, parce que nous sommes... ça c'est bien dit ça. Nous faisons de la sculpture musicale. Nous sculptons les notes. Alors que vous êtes le contraire du penseur qui est quand même très calme, vous êtes agité et déjà à l'école, vous étiez déjà très agité. Vous étiez le chef de bande, Alpha Blondy. Moi, je crois que j'aurais pu quand même être intelligent si j'avais été plus calme. Et puis bon, écoute, ça finit par... les profs m'ont dit un jour gentiment, écoute Alpha Blondy, connaissez-nous, va voir là-bas si nous y sommes. Oui. J'y suis allé jusqu'au Libéria, ils n'y étaient pas les salauds. En plus, vous n'étiez pas du genre à apprécier la discipline. Non, je crois que je suis un peu réfracté, je suis un peu allergique à l'autorité. Oui. Parce que comme j'ai été le petit mari de ma grand-mère, ok, j'avais toujours raison. Exactement. Ok, donc voir qu'il y a des gens qui me trouvent du tort, c'était inacceptable. Et puis surtout, personne ne vous donnait tort à l'époque. Non, avec ma grand-mère, article 1, j'ai raison. Article 2, c'est encore l'article 1 qu'on applique. Exactement. Alors, et je crois que le slogan de Sud Radio, c'est « Parlons vrai ». Il pourrait être votre slogan. En effet. En tout cas, les fessées que j'ai encaissées, c'était, comme j'étais un peu bègue, ma grand-mère voulait pas que je mente. Voilà. Elle vous a inculqué la vérité. La vérité et la spiritualité. Et puis, il y a une autre femme qui a été déterminante dans votre parcours, Alpha Blondy, et elle vous a inspiré plus tard une chanson. Cette chanson, c'est une reconnaissance, je crois, à un amour de lycée qui a été importante dans votre vie. Oui, l'initiation à l'amour. Ok, si on a la chance de tomber sur quelqu'un de bien, ok, on devient un amoureux éternel. Oui, et en plus, je crois qu'elle vous aidait à faire vos devoirs de mathématiques. Oh non, mais de mathématiques, et elle était brillante. Oui. Parce qu'elle était en 3e, mais elle était première de sa classe. Oui. Et moi, j'étais en seconde. J'étais pas loin de la queue. Près du radiateur. Près du radiateur. Et en même temps, à l'époque, les calculs de maths, ça vous intéressait pas. La musique
vous intéressez, d'autres notes. Oui, parce que les maths, je ne sais pas, André, celui qui a inventé les maths m'en voulait singulièrement. Je crois, oui. Mais par contre, la musique, c'était pour moi un refuge. Ok, c'était une façon, tu comprends, une autre, de me sentir exister. Alors, vous existiez, et je crois que cette jeune femme est importante aussi, car c'est elle qui a convaincu vos parents de vous laisser partir aux États-Unis. Exactement, parce que son grand frère à elle était à Ann Arbor, dans une université dans le Michigan. Et puis, elle allait en vacances là-bas, elle m'envoyait les lettres enflammées, les images des États-Unis. Et comme moi, déjà, avec Rock and Folk, puis Salut le copain, déjà, on avait déjà visité Woodstock et tout ça, il fallait que j'y aille. Et Fanta a convaincu ma mère, les femmes sont complices, ma mère, a convaincu son mari. Voilà. Et vous avez comme ça découvert les musiques de la Caraïbe, de la Jamaïque. Et je crois que les premiers dans les années 50 à New York, c'était Stanley Beckford, Loren Etken et Stanley Motta, qui étaient les maîtres de cette musique dans les années 50. Ah oui, d'accord, ça je ne savais pas, ok. Alors le problème, c'est qu'au bout de 4 années, vous allez revenir parce que finalement, c'était pas votre truc. Non, je crois que... Comme m'a dit une journaliste en Israël, je brûlais ma bougie par le deux bouts. Ok, parce que je voulais tellement réussir mes études. Mais aux États-Unis, tu peux pas réussir des études si t'as pas une bourse ou bien un financement garanti. Donc, entre coursier, faire les boîtes de nuit, ok, vendre du poisson à Brooklyn, ok, c'était un peu trop pour moi. Donc, un petit surménage est arrivé. Et comme j'habitais avec j'habitais bien chez moi, j'habitais chez une copine jamaïcaine. Et les médecins me disent, il faut se reposer. Alors moi, je me vois bien, tu habites chez quelqu'un, et toi, tu te reposes quoi? Puis elle travaille. Donc voilà, j'ai voulu retourner à mon cocotier, puis voilà, je suis à l'Abidjan. Voilà, mais il se trouve que vous avez quand même découvert aux États-Unis, je pense que Dieu qui est important pour vous, vous avez travaillé chez un distributeur de musique chrétienne. Oui, au Texas, à Waco. Oui. À Waco. Ah là, c'est gigantesque. Toute la musique chrétienne au monde est distribuée là-bas. Tout. Ok, les Andrew Cruz, tout ce qui, tu prends ta guitare, tu fais Jésus, il distribue. Voilà, exactement. Donc quelque part, je crois qu'il y avait quand même quelque chose de prédestiné pour moi, parce que ça rentrait dans ma spiritualité complète. Je n'avais pas encore fait de disques, j'étais un ouvrier qui travaillait dans cette boîte-là. Voilà. Et en plus, je crois que le concert le plus insolite en musique chrétienne, c'est un Jonathan Neo, qui est un musicien de Singapour, qui a fait un concert dans un avion à 9000 mètres d'altitude, pour être plus près de Dieu. Ah oui, ça c'est sûr. Et ça s'est passé il y a quelques années. Alors, il se trouve que finalement, Dieu, vous l'avez souvent évoqué, et vous l'avez même chanté en 1994. Cette fois, j'irai me plaindre au bon Dieu. Sauver les enfants palestiniens. Sauver les Alors, cet album est important parce que vous évoquez, bien avant tout le monde, le conflit israélo-palestinien, Alpha Blondy. Bien sûr, ça c'est ma dimension de quête de Dieu. Ok, tu ne peux pas parler de Dieu sans parler d'Israël. Ok, sans parler du peuple Israël, des enfants d'Israël. Ils sont mentionnés dans le Coran, ils sont mentionnés dans la Bible et dans la Torah. Et quand j'ai fait cette chanson, je me suis assis un jour, j'ai dit attends quand même. Aujourd'hui, ça fait 80 ans que ce conflit perdure. Donc je me suis dit faisons une addition macabre. Depuis 80 ans. Combien de générations d'enfants palestiniens, combien de générations d'enfants israéliens ont déjà été tués? Parce que ce conflit est plus vieux que Benjamin Netanyahu. Ok? Alors que fait la fameuse communauté internationale, les Nations Unies? Donc j'ai trouvé cela, criminel. Oui, mais en même temps, vous êtes l'un des premiers à en avoir parlé. Aujourd'hui, c'est encore d'actualité, mais à l'époque, vous prêchiez dans le désert. Écoutez, quand Dieu te dit de parler, tu parles. Ok? Et moi, j'entends aujourd'hui parler de génocide. J'ai dit, parlons de génocide bilatéral. Ne soyons pas cyniques. Parce que, mais à quoi servent les Nations Unies par rapport à la résolution d'un conflit? Comment se fait-il que depuis, ils n'arrivent pas à éteindre ce feu? Mais tu sais quoi, Jacques? Dieu étant Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, trouvera les moyens, la voie pour éteindre
ce feu. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, il y a aussi un point de départ important dans votre vie. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire, vous fumez dans la rue, il y a un copain qui vous dit arrête de fumer et viens plutôt dans mon émission. Ben lui, il était contre les astronautes que nous étions. C'était Roger Fulgence-Cassis. Roger Fulgence-Cassis m'a vraiment... c'est un ami. Parce que moi, je suis arrivé dans mes états d'Amérique, ok, et personne ne m'écoutait vraiment. Le gars plutôt, c'est un drogué, avec sa chevelure au badana. Bon, bref, Fulgence m'a écouté. Et puis il a vu mon cahier de chant. Puis il m'a dit, écoute, moi je travaille dans une boîte gouvernementale avec des gens très 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 stricts. Tu arrêtes, tu mets le calumet sous le paillasson. Et puis nous, on a une émission qui va s'appeler Les Premières Chances. Et puis tu vas y aller. Donc c'est lui qui m'a amené pour la première fois dans un studio de télé. Ok. Et pour Première Chance, il a fait une prophétie, il m'a dit, tu suis la lumière rouge là-bas sur les caméras. Tu joues avec cette lumière-là. Ok. Et tu te concentres comme si on n'était pas là. Et puis tu donnes. Et il m'a dit, et après cette émission, ta vie changera. Et ça a été ça. Ça a été ce qui s'est passé. Vous avez fait 4 chansons et votre vie a changé ce jour-là. En effet. Et il y a une autre date importante qui a changé votre vie aussi. C'est le 27 octobre 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Alpha Blondy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un invité exceptionnel, le recordman des vues sur YouTube des clés d'une vie, Alpha Blondy. Le record est à battre aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ce nouvel album, le 20e. On va en parler tout à l'heure. Et dans votre parcours, il y a le 27 octobre 1992, qui est une date importante. Écoutez. Zénith. Exactement. Est-ce que vous avez attaché la ceinture? Le public demande d'attacher ses ceintures. Et c'est vraiment une date qui a changé votre vie, Alpha Blondy. En effet. En effet, parce que nous, les combattants, les sympathisants Black Panther, ok, l'Afrique libre, les méchants blancs, ils sont pas comme ça. Et puis, tu arrives à Paris. C'est ton premier zénith. Et la salle est bourrée. Mais surtout bourrée de blanc, quoi. On dirait un complot. Et tous ces jeunes chantent des chansons en djoula, en chœur avec toi. Alors tu te dis, attends Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Ouais. Okay? C'était ma façon de traduire ce que Dieu voulait me dire. Alpha Blondy, tu ne te mêles pas de couleur. Sors dans ce combat de chrome. Ok? Parce que tu es mon messager, tu as une mission de ramener les gens ensemble, donner de l'amour. Et voilà la lecture que moi j'ai eu à faire de ce concert-là. Oui, et puis c'était le point de départ de votre carrière internationale. Je crois que pour moi, la France a été Cap Canaveral. Ok. La station, tu vois, la base qui lance le fusée, et la fusée Alpha est partie à partir de Paris. Voilà. Et vous êtes revenu au Zénith à plusieurs reprises, et à chaque fois, on voit les images, ça danse dans la salle. En effet. Non, écoutez, la France m'a ouvert les bras. Non seulement que musicalement, elle m'a propulsé, mais en plus, j'ai des enfants qui sont nés en France. Ok. Mais chaque fois, je leur rappelle, n'oubliez pas la Côte d'Ivoire, la matrice. Et il se trouve aussi que le chemin a été long, et le point de départ de votre carrière, c'est une tournée qui s'est appelée Opération Sahel en 1985. Oh oui, c'était quoi déjà? C'était une tournée qui était dans des pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, et vous aviez un casque jaune sur la tête, et vous disiez que grâce à vous, les malades seraient guéris parce que vous leur faites une injection d'espoir. Exactement. Et j'ai dit ça comme ça, mais en vérité, Jacques, la musique que nous faisons, nous soignons les gens avec les fréquences. Nous soignons avec les fréquences quand les gens viennent à des concerts, qu'ils ont des soucis, ils oublient leurs soucis, ok? Des couples se forment, des enfants naissent dans ces unions-là. Donc, quelque part, nous avons la chance de faire ce métier rassembleur, ce métier que Dieu utilise, les sons. Ouais, mais cette tournée était exceptionnelle parce que peu d'artistes allaient dans tous ces pays pour faire une grande tournée, Alpha Blondy. C'était notre chance. Voilà. Et en 2 ans, d'ailleurs, vous avez appris votre métier vraiment grâce à cette tournée. J'ai découvert les façons de se comporter.
Parce qu'on n'était plus au quartier, là, où le style, je suis fâché, je vais pas. Oui. OK. C'était le gaou du quartier, quoi. Mais brusquement, le monde s'ouvre à toi. Et tu deviens redevable à ces gens qui ont payé pour venir te voir, pour venir t'écouter, pour venir te donner de l'amour. Mais c'est aussi à cette occasion que vous avez découvert la pauvreté dans les villages et que ça vous a marqué. Ben, écoutez, déjà, je ne suis pas un héritier de la famille Rothschild, de mon village à Dembocro. Oui. Mais j'ai vu que, tu vois, il y avait beaucoup de souffrance. OK? Et que dans des coins, il manquait de l'eau. Dans des coins, aussi, il n'y avait pas d'hôpitaux, même pas de dispensaires. OK? Et on est sensible à la douleur des autres. OK? Et si tu peux donner, je sais pas quoi, un 10 000 francs, un 100 000 francs à une mère de famille, à un père de famille, c'est déjà ça. Exactement. Mais d'ailleurs, France Gall, Michel Berger et Daniel Balavoine avaient essayé en Afrique avec des pompes à eau. Mais vous êtes le seul à avoir fait ça de l'autre côté, dans le Sahel, qui était en plus une zone à risque, parce qu'il y avait des terroristes aussi à l'époque. Non, les terroristes, ça, je crains pas, parce que moi, je suis mon alpha la terreur. D'accord. Fab Blondy, c'est bandit d'ailleurs. Voilà, donc quelquefois, non, les terroristes, non, je pense que le terrorisme politique, déjà, la division des familles politiques africaines a ouvert la porte au terrorisme. S'ils étaient unis, si nous étions unis comme les gens de l'AES actuellement, on dira ce qu'on voudra, mais à quelque chose, malheur est bon. Ok, ce qui s'est passé a fait qu'ils ont sauté les frontières. Les frontières là-bas en Afrique, c'est un peu comme les cages, les enclos dans lesquels la colonisation nous a parqués. You know? Donc, dans ce brouhaha-là, okay, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, okay, ont brisé les murs des enclos et ils ont fait cette grande entité. Et plus tard, je crois que voilà quoi, les Africains devraient leur emboîter le pas pour faire un peu une fédération. La Fédération des États d'Afrique, pas l'Union africaine, parce que elle, tu comprends, elle est financée par la Chine, non, elle est financée par l'Union européenne, donc elle peut pas être libre ni objective. Alors, il se trouve aussi que vos débuts en France, avant le Zénith, il y a eu un gala à Marseille, au Théâtre du Gymnase à Marseille. C'était un gala avec cette chanson que vous avez interprétée. Yes, I. C'est une soirée parrainée par Léopold Sédar-Senghor avec Edmond Charleroux, qui était la femme de Gaston Defferre, le maire de Marseille. Et vous êtes là dans cette soirée. Ben écoute, on a eu cette chance-là, et puis la chanson I Love Paris, tu vois, c'est une chanson qui m'a touché. Parce que Paris, pour moi, le Gaou, c'était vraiment, tu vois, les Halles, ok, la Villette, et puis je rencontrais beaucoup de frères de visage africains, ok, des Maliens, des Sénégalais, des frères des Antilles, et puis il y avait le coin dans les Halles, là-bas où c'était comment on dit, c'était la NASA, oui. Ok, il y avait les missiles qu'on échangeait. You know? Donc j'ai gardé ce beau souvenir de Paris, découvrir les Champs-Élysées, ok, pour un Africain qui vient de Dembocro, c'était vraiment, tu vois, l'accomplissement d'un rêve. Et le I Love Paris, ok, and Paris Love Me Too. I Love Paris, au départ, c'est une chanson de Cole Porter. Il y a une version il y a ce titre pour une chanson de Cole Porter qui est dans le film Cancan avec Frank Sinatra et Maurice Chevalier et qui est un classique. Jacques, tu es en train de me dire que Frank Sinatra m'a plagié avant ma naissance? Exactement. Non, c'est Cole Porter qui vous a plagié. Ok. Ça va. Mais moi, I Love Paris, voilà quoi, de ces l'Ivoirien, tu comprends, qui arrive à Paris, le Gaou qui découvre Paris et qui est enjaillé. Et il se trouve que dans cette soirée, il y avait beaucoup d'Africains et c'est là où a débuté quelqu'un qui est devenu célèbre avec cette chanson. Ah, Bibi! Et oui. Et ce soir-là à Marseille, il était avec vous, elle débutait, elle était inconnue. Ah, d'accord, Bibi, je la connais depuis Abidjan, elle est géniale, Elle a été la première femme du Ghana à vendre plus d'1 million de disques. Ah, wow. Et elle a vécu en Côte d'Ivoire. Bien sûr, elle a une très belle voix. Voilà. Et maintenant, je crois qu'elle a tenu un café-théâtre au Ghana.
Ah ben écoute, si un jour on va au Ghana, on ira voir son café-théâtre. Ah, moi je l'adore. Et il y a un autre dirigeant qui a été important dans votre vie et que vous avez rencontré après un gala, c'est Aimé Césaire. Oui, le grand Aimé Césaire. Et Aimé Césaire a dit quelque chose de très vaste en un petit mot. J'habite une blessure. C'est une phrase qui vous a marqué. Oui, tous les Africains, tous les Noirs habitent cette blessure. OK? Et justement, l'album Rise, c'est utiliser cette blessure comme du kérosène pour avancer dans ce combat, OK, de la survie. OK? Et une Afrique qui n'attend pas de l'aide. Une Afrique qui forme des cerveaux comme l'ont fait les Chinois. OK? Pour pouvoir extraire nos matières premières, nos diamants, nos uraniums et consorts, il faut que nous puissions fabriquer les machines qui vont faire ce travail avec les cerveaux techniques, des techniciens, des informaticiens qui peuvent, OK, aller à l'étape au-dessus, l'élévation. Et Aimé Césaire, les images sont assez fortes. Vous vous attendez dans le couloir devant son bureau et vous allez voir, il ne connaissait pas vos chansons. Je crois que vous aviez eu un concert la veille et vous arrivez avec votre fille, vous lui présentez et vous lui offrez, vous lui offrez une casquette. C'était, je crois, il y avait une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique comme ça. Nous, les Ivoiriens, on est très imbus de notre ivoirité, notre ivoirienneté. Voilà. Mais Aimé Césaire, aujourd'hui, c'est une légende. Non, Aimé Césaire, c'est une référence pour nous. Aimé Césaire, c'est un grand. OK? C'est un grand Africain. Grâce à lui, moi, je ne vois plus les Antilles comme une île des Caraïbes. Les Antilles, ça fait partie de l'Afrique. Ce sont des Africains. La Guadeloupe, c'est des Africains. OK? La Guyane, ce sont des Africains. Je ne suis plus dans ce jeu de jambes géographique là. Non, c'est fini ça. OK? L'Afrique est grande. OK? Partout où la graine d'Afrique a été sémée, l'Afrique a poussé. Et Aimé Césaire, c'est ça. Et grâce à vous aussi, elle a poussé. Et justement, on va évoquer une autre date qui est importante dans votre vie, le 11 juin 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec Alpha Blondy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, un invité exceptionnel, Alpha Blondy, avec ce nouvel album Rise qu'on va évoquer dans quelques instants. OK. Alors, on revient à une date importante de votre vie, on en a déjà vu beaucoup. Le 11 juin 2002, vous êtes invité à l'université de Paul Valéry de Montpellier en tant que messager de la paix pour les Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et pour quelqu'un qui n'a pas été vraiment à l'école, être invité à une conférence à l'université, c'est une performance. Oui, et puis quand j'ai été nommé messager, parce que des fois les gens confondent ambassadeur, Nations Unies et messager. L'ambassadeur peut être nommé par n'importe qui, mais le messager ne peut être nommé que par le secrétaire général. À l'époque, c'était M. Kofi Annan. Et je crois qu'ils avaient écouté mes chansons, et vu la crise ivoirienne, on va confier cette mission-là. OK. Et ce qui était marrant, c'est que confier une telle mission qui demande à faire de beaux discours pour un démilitarisé comme Alpha Blondy de surcroît bègue, c'était pas évident. Mais là, vous êtes dans un amphithéâtre devant 500 personnes quand même. Oui. Donc, je pense que j'avais en face de moi des gens très, comment on appelle ça? Très, très tolérants. OK? Très magnanime. Donc, ils m'ont écouté sérieusement, ils m'ont posé des questions pas trop compliquées, pour que je puisse répondre selon, voilà. Mais, ça m'a appris quelque chose, OK? Le roi n'est pas vraiment roi, tant qu'on ne connaît pas les mains invisibles qui lui ont posé la couronne sur la tête. Et ce jour-là, à Montpellier, j'avais l'impression d'être en face de mains invisibles qui m'avaient couronné. Mais franchement, quand on connaît votre parcours au lycée, vous imaginiez qu'un jour vous seriez dans un amphithéâtre pour faire une conférence? Oui. Vous pensiez le faire un jour? Sur la bêtise, oui. Mais il se trouve, ça a été le point de départ. Je crois que c'est un collectif qui s'appelle Africa qui vous avait invité au départ. Et alors, vous avez été ensuite ambassadeur de la paix et de la CEDEAO, la communauté économique européenne des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est encore autre chose. Oui, ça, c'est actuellement la mission dans laquelle je suis. Oui. Voilà pourquoi je défends et protège les pays de l'AES.
ok? Parce que si l'Union africaine avait fait son travail, la situation ne serait pas pourrie jusqu'à ce point. Et l'erreur de la CEDEAO par rapport aux pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger, est que ils avaient des troupes de réserve, des éléments de réserve en cas d'urgence. Mais depuis que ces pays étaient étaient confrontés à ce phénomène des terroristes, des djihadistes, ils n'ont pas déclenché ce processus-là pour venir à la rescousse. Ce qu'on oublie des fois, c'est que cette affaire de djihadistes a fait faire 3 coups d'État. 3 chefs d'État ont été dégagés par rapport à ça. Parce que ce sont les soldats qui vont mourir. Donc, ma mission à moi, c'est dire que je souhaiterais qu'il n'y ait plus de coups d'État, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, pour que ces 3 coups d'État soient la fin de la spirale de coups d'État dans cette région, afin qu'ils renouent avec une démocratie, avec une architecture nouvelle qui sied à la réalité des pays africains. Et en même temps, vous l'avez dit, je crois, le 6 août 2023, devant les Nations Unies, car vous avez fait un discours aux Nations Unies, oui, Alpha Blondy. Par effraction. Non, mais arrêtez d'être modeste. C'est vrai que dans ce décor vraiment historique, vous avez parlé pendant un long moment. En effet, j'étais avec mon épouse et complice, et puis on était partis pour les vacances, vraiment. Et puis on a un frère qui travaille là-bas, et puis on dit, écoute, on veut visiter, on veut voir. On allait voir, et puis j'ai dit comme ça, les micros n'étaient pas ouverts, hein, c'est mon épouse qui avait son micro, et puis on a fait ça. Je voulais, tu vois, envoyer ce message de paix au monde, m'adresser aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Jacques. Ceux-là, vraiment, je leur en veux singulièrement. Parce que je trouve que c'est des démissionnaires, des irresponsables. On ne peut pas être ceux qui sont supposés, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à la paix mondiale. Et puis être ceux qui sont en plus les plus grands marchands d'armes. C'est pas juste. En même temps, vous avez une communauté qui vous soutient, ce sont vos fans. Bien sûr, ok. Mes fans, tu comprends, c'est les pères de famille, même des soldats, ok. Parce que personne ne veut mourir. De toute façon, la mort, c'est un acquis. La vie que nous avons, on doit en jouir, donner de l'amour, du bonheur, c'est tout. La mort, ça c'est acquis dans le contrat, ok. Et eux, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, leur mission, c'est de nous donner du bonheur. En tout cas, vous en donnez à travers vos chansons, et même avec des chansons très tragiques comme celle-ci. Tant que cette philosophie qui fait une race supérieure et une autre. Alors, La guerre est une chanson que vous avez interprétée qui est inspirée de Bob Marley, de War de Bob Marley. Oui, c'est un discours de Haïlé Sélassié que Bob Marley a repris en chanson. Oui. Mais c'est tellement vrai. Moi, je ne comprends pas, Jacques, que l'être humain qui a été sur la Lune est incapable de museler la bête de la guerre. C'est incroyable. C'est comme ça. Ok, vous avez fait... Mais ils oublient une chose, actuellement, faut que je leur dise. Le fait qu'ils fassent ce chantage nucléaire-là, on va faire ça, le nucléaire. Écoutez, je vous préviens que vous dites que c'est la dissuasion. Dieu vous a donné ce savoir pour vous dissuader à ne pas faire cette guerre parce que vous vous détruirez. Et nous, déjà, on n'a rien. C'est vous qui perdez tout. C'est vous qui avez le pouvoir qui gère le monde. Est-ce que vous êtes assez bête pour déclencher une guerre nucléaire? Voilà, M. Poutine, ok, M. Macron, M. Trump, ok, et tous leurs complices, M. Xi Jinping et le petit coréen têtu, trapu, you know. Alors mettez bas la terre, parce que ce monde ne vous appartient pas, il appartient à Dieu, qui est l'Éternel des armées. Le message est passé. Alors, j'en reviens à Bob Marley, parce qu'on a dit de vous que vous étiez le successeur de Bob Marley. Non. Mais c'est pas ce qui vous touche le plus. Non. Non, moi je suis un disciple de Bob Marley. Je suis un fan de Bob Marley. Ok? Bob Marley, comme je dis toujours, Bob Marley est le soleil dans ce ciel où moi et d'autres ne sommes que des petites étoiles.
ok, mais nous avons la même mission. La mission de donner du bonheur, de la joie, ok, aider nos semblables dans ce voyage, ok, dans lequel Dieu nous emmène là-bas. Mais Bob Marley, en plus, on connaît sa légende aujourd'hui, parce qu'il est mort très jeune, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'avant d'avoir du succès, il avait déjà enregistré 350 chansons. Ah bon? Oui. Ça, je ne savais pas. C'est exactement. Et 350. entre 69 et 72, il est passé de l'usine Chrysler aux États-Unis Oui. au studio, il a fait 350 chansons. Waouh! C'est fou, hein? Non, mais ce frère était vraiment inspiré. Voilà. Énorme. Alors, en plus, il n'est jamais allé chanter en Afrique, mais s'il avait vécu, il serait allé chanter en Afrique. Si, il a chanté au Zimbabwe. Une fois comme ça. Il a chanté au Zimbabwe et puis il a chanté au Gabon, ok? Mais bon, nous, en Côte d'Ivoire, on l'attendait lorsque son manager, Johnny Kirchhoff, un frère sénégalais, est décédé. Donc, voilà. Alors, je dis 350 chansons parce que quand on vous demande le nombre de chansons que vous avez enregistrées, vous savez pas très bien, finalement, Alpha Blondy. Non. Quand on aime, on ne compte pas. Non, au début, on compte, tu vois, puis on se la joue. Mais puis après, tu comprends, le travail fait que, non, on compte plus. Voilà. Et non, on s'applique. Là, on compte sur vous pour continuer à interpréter cette chanson qui est universelle. Brigadier Savary, Neko, aïe, 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 aïe. Brigadier Savary. Je crois que le premier titre de cette chanson, Brigadier Safari, c'était Opération Coup de Poing. C'est ça. C'est brigadier Sabari. Sabari, oui. Sabari veut dire pardon. Oui. Pitié. Voilà. Et Opération Coup de Poing, finalement, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. C'était une opération policière, ok, parce qu'il y avait beaucoup de banditisme à Abidjan, ok. Et puis nous les cosmonautes qui allons dans le ghetto pour faire des décollages imminents, Oui. on a été des victimes innocentes, parce que nous, le seul délit qu'on faisait, c'était Romain, tu vois quoi, s'aérer le crâne, ok. Et puis on est tombé, dans une rafle, ok. Et c'est quand on est en altitude, on ne s'intéresse pas aux trucs terrestres. Je crois que c'est la première chanson enregistrée en Douala. Anjula. Oui, Anjula, oui, c'est la chanson Anjula qui a fait connaître la musicalité du Djoula. Voilà. Et en plus, c'est un de vos premiers prix, puisque grâce à cette chanson, vous avez reçu le trophée d'excellence Omar Bongo dans le cadre des Africa Music Awards au Gabon. En effet. On ne les connaît pas, ces Music Awards, c'est très peu connu en France. Oui, mais parce que on essaie à notre modeste niveau, parce que l'Afrique c'est l'orphelin de l'industrie musicale. Ok, les grandes majors ont livré l'Afrique aux pirates. Donc quelque part, il y a des amoureux de la musique qui ont organisé. Il y avait le Kora en Afrique du Sud, et puis il y avait ça, le Grammy Award, par Consti et K à l'époque. Voilà. Et vous aviez sur scène, vous montez sur scène pour recevoir ce prix, vous avez une grande robe blanche avec une canne. Vous avez souvent changé de look. En permanence, vous passez d'un crâne rasé à des cheveux longs et réciproquement. Je refuse d'être prisonnier d'un look. Voilà, je suis... voilà. Il y a des... Je ne saurais te dire de façon rationnelle pourquoi je change de look comme ça. Il y a eu le look pharaon, il y a eu le look Kokotaï, il y a eu Kokotaï, c'est le crâne à zéro, il y a eu le costume, il y a eu la combinaison, ok. Enfin, je change. Demain, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, hier, il y a des chansons qui n'ont pas changé puisqu'elles sont toujours d'actualité. Et on oublie même que cette chanson, c'est vous qui en êtes le créateur. Travailler, c'est trop dur. Épauler, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas moi le créateur. Alors, je vais t'expliquer. Cette chanson, pour moi, je croyais que c'était Julien Clerc. Oui. Ok. Et puis, Julien et moi, on a travaillé à Abidjan ensemble dans une émission de Béatrice Soulet. Oui. Ok. Et puis, j'ai dit à Julien que j'aimais beaucoup sa chanson Travailler, c'est trop dur. Et il m'a dit, ah non, c'est pas moi, c'est elle de Zachary Richard. Voilà. Ok, qui est au Canada. Et je dis, d'accord, écoute, je vais la faire. Mais je vais faire ma version reggae. Voilà. Donc, quand on devait travailler avec les Wailers, on a fait la version. Mais, chose bizarre, comme Dieu ne dort pas, je pars un jour, une année au Canada.
ok. Et puis il y a les journalistes, photographes, les fans, autographes, machin. Puis je mets la joue à la Johnny là. Et puis il y a un monsieur en chemise hawaïenne avec des comment on appelle ça, les sandales, les tongs, ok. Oui. Qui est dans une culotte, quoi, tu vois. Et puis il vient, il voudrait faire une photo avec Alpha Blondy. Et puis comme j'étais avec des jeunes filles qui voulaient des photos, j'ai dit, monsieur, attendez un peu. J'ai fini. Et puis j'ai dit, monsieur, venez s'il vous plaît. Et quand il vient, il y a une dame qui vient avec lui qui dit, monsieur Alpha Blondy, je vous présente monsieur Zachary Richard. Incroyable. La claque. J'ai dit, mais attends, ce monsieur, ok, qui est l'inventeur de cette chanson, de cette perle, quelle humilité! Et toi, Alpha Blondy, tu descends ton cocotier et tu te la joues à la Tarzan, quoi. Et voilà. Mais ça m'a marqué. Et non, ce monsieur est une si grande humilité que c'est une leçon. Voilà. C'est une leçon de vie. Et une leçon de talent, vous en donnez avec ce nouvel album qu'on va évoquer à travers la date du 11 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Alpha Blondy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alpha Blondy, invité exceptionnel, recordman des clés d'une vie sur YouTube, record à battre aujourd'hui, 11 avril 2025, sortie d'un nouvel album qui s'appelle Rise, ce qui signifie en français augmenter, je crois. Non, Rise, c'est l'élévation. L'élévation, donc voilà. Elle est en hauteur. Donc... C'est ça. Alors on s'élève, on va écouter quelques chansons, puis on va parler de cet album, et l'une des premières chansons de cet album, elle s'appelle Cold Fire. All right. Du Alpha Blondy pur et dur. Yes. Pourquoi cet album, juste Élévation, donc Rise? Parce que déjà, c'est Rise Africa. You know, c'est l'élévation des mentalités chez nous. Et cette Afrique, comme je dis, qui pleurniche, c'est terminé. C'est l'Afrique qui a retroussé les manches et qui doit foncer. Ok. On sera libre par nous-mêmes et par le travail. J'invite le gouvernement africain à faire des ingénieurs, des informaticiens, des médecins, ok, des ouvriers qualifiés. Ok, ce n'est pas à l'Occident de nous envoyer les machines qui vont extraire le diamant et l'uranium. Apprenons à fabriquer nos machines comme les Chinois l'ont fait. On peut le faire. Voilà. Vous parlez d'émancipation dans une renaissance musicale. Exactement. La renaissance musicale, ça, l'Afrique des tam-tams, c'est nous. Oui. OK? Il n'y a pas de problème. Je parle maintenant de l'Afrique de la technologie. Voilà. On a des grands cerveaux de mathématiciens comme Modibo Diarra. Il y en a plein comme ça en Afrique, mais ils ne sont pas encouragés. Il faut que le gouvernement africain encourage tous les secteurs mathématiques, techniques, c'est important. Il faut cette vague-là, comme l'ont fait les Chinois et les Japonais. Et vous le faites par la chanson. Alors, la pochette est assez particulière. Vous êtes un roi avec une couronne sur la tête. Ça, c'est la faute à Alissa. Ah, pourquoi? C'est elle qui a trouvé cette idée. Et donc, elle va couronner. C'est ma reine. C'est le roi vous êtes le roi du reggae, en quelque sorte, à travers ça. Je suis le roi de ma maison à la maison. Pourquoi justement avoir choisi de cette couronne? Est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est un gag, comme vous aimez les faire? Non, c'est un Ivoirien qui s'appelle Yabiguet, ok, qui a dit comme ça. Il m'a dit, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on dit les Ivoiriens. Oui. Ok, et puis les Ivoiriennes. Il dit non, c'est pas comme ça. Nous sommes les Ivoirois et les Ivoiriennes. J'ai trouvé ça joli. Et vous défendez naturellement la liberté et la justice. Bien sûr, ok. Quand nous parlons de ce monde d'amour dans lequel nous vivons, il faut la liberté, il faut l'amour, il faut la justice, ok. Mais tant que nous sommes entre humains, il y a aussi des corrections à faire durant le voyage. Exactement. Et un voyage en chanson, et cette chanson résume parfaitement ce que vous défendez.
Révolte-toi Africa. Oui. C'est aussi quelque chose, c'est un message que vous voulez faire passer. En effet, j'ai mon fils qui commence, Monsieur Abraham, il commence cette chanson par la plume du savant est plus lourde que l'épée du guerrier. Alors moi je viens et avec celui qui veut la paix prépare la guerre. Ok? Avec les armes, on t'a pris en esclavage. Avec les armes, on t'a colonisé. Avec les armes, on t'a exploité. Entre parenthèses, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il faut que tu apprennes à avoir tes armes à toi. Et des armes pour la paix. On se révolte pour la paix. Tu sais quoi? Dès que tu es armé, on ne t'attaque plus. La preuve, la France a la bombe. Qui va se lever pour dire je vais attaquer la France? Dès que la dissuasion, c'est ça. Ok, dès que tu représentes une force, personne ne va oser s'en prendre à toi. Comme on dit chez nous, le cabri regarde d'abord ton visage avant d'aller brouter dans ta plantation. Ok, donc je veux une Afrique. Des fois, on tombe dans des pièges un peu bêtes. Jacques, vous voulez faire des guerres. Je vois le Congo et le Rwanda. Attendez. Vous allez encore enrichir les marchands d'armes. Vous ne fabriquez pas de fusils. Vous ne fabriquez pas de mitraillettes, ni de munitions. Alors vous allez payer la guerre avec quoi? Avec les mines que vous défendez? Soyez un peu intelligent. Okay. Ce sont des mines de rien, finalement. Mine de rien. Mais moi, je pense qu'il faut carrément que l'Afrique s'arme d'abord le cerveau. Et ça, le cerveau, il y en a. J'ai vu des grands intellectuels ici en Europe, aux États-Unis, ok? Et j'ai vu des grands chercheurs africains qui sont ici, parce que le climat dans nos pays ne leur inspire pas confiance. Il faut que tout le monde vienne à la rescousse, que tous les mathématiciens se mettent au travail. Même s'ils ne viennent pas, ils peuvent, par leurs travaux, ok, donner un coup de pouce à ce que nos pays, dans cette élévation, se fassent. Alors, il y a une particularité dans cet album, c'est-à-dire que le livret, il y a des tableaux originaux, parce que vous avez l'amour de l'art. Comment sont nés ces tableaux qui sont tous originaux et tous avec une légende particulière? Il y a mon frère Aboudia, et puis il y a aussi un autre peintre que Alissa m'a fait découvrir, ok, qui sont des grands peintres, vraiment. Ok, donc Alissa leur avait demandé d'illustrer Rise selon leur vision à eux, leur sensibilité. Et chacun a fait sa part. Et quand j'ai regardé, ça m'a plu. Et Alissa a dit, Alpha, ce serait bien qu'on mette ça sur la pochette pour que ceux qui ne le connaissent pas les découvrent. Puisque nos disques vont très loin, ok, en Asie et tout ça qu'on sort, d'autres vont les découvrir. C'était notre façon, tu comprends, de faire des publicités. Et de connaître, par exemple, il y a Kadarik, par exemple, qui a un message de paix et d'espoir. En effet, écoutez, nous sommes des tisserands d'espoir, des tisserands de rêve, des tisserands de bonheur. Ok, voilà pourquoi on se permet de dénoncer des petits chichis qui sont, tu comprends, des petits brouillards sur notre bonheur. Et puis il y a les légendes africaines. Il y a un conte africain qui est lié à l'origine du soleil, qui est illustré à travers un tableau. Oui, c'est Médéric Touré. En tout cas, chacun a illustré ce qu'il ressentait par rapport à ce Rise. Alors, il y a aussi la pierre du soleil présentée dans le calendrier aztèque. Moi, je connaissais le temple du soleil d'Hergé, de Tintin, alors que le temple du soleil, c'est une enceinte sacrée construite par les Incas pour rendre hommage et offrir des offrandes au soleil. Mais à chaque fois, il y a une légende, il y a quelque chose autour qui se rapporte à l'Afrique ou aux légendes de l'Afrique. Mais écoutez, l'Afrique, c'est la matrice. Donc, quelque part, tu comprends, le soleil est né en Afrique, précisément dans mon village, à Damokro. Et il y a une toile où le visage du dieu du soleil est remplacé par le vôtre. Oui, ça c'est la complicité de Alissa avec le peintre. Voilà. Et il y a aussi un hommage au cosmos et à Haïlé Sélassié, le roi des rois. Oui, parce que c'est un repère. Sélassié est le 225e descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Et ce sont des personnages bibliques. Enfin, Salomon est coranique et biblique. Okay.
Donc, quelque part, c'est toujours cette quête de Dieu, la mise en avant du Dieu créateur. Et le roi Haïlé Sélassie a été renversé. Et la veille de son départ du trône, j'ai appelé, comme ça, par hasard, j'ai demandé, je voudrais parler au roi Haïlé Sélassie. Il m'a répondu, c'est moi-même. Et j'ai fait la dernière interview du roi. Non, sans blague. Avant qu'il soit parti. Dans cet album, il y a une chanson qu'on ne peut pas croire autobiographique. Je sais que je ne sais rien. Encore de la modestie, parce que vous savez beaucoup de choses. Non, justement, Jacques, dans la vie d'un homme, il y a des moments qui arrivent. Quand j'ai divorcé, j'étais un père de 11 enfants, j'étais seul dans ma maison. Et puis, tu te poses des questions, quoi. Tu te mets en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que tu as cru tout bien faire. Payer les études, donner tout ce dont ils avaient besoin. Et puis maintenant, te voilà seul. Et puis, tu doutes de tout. Tu doutes à une telle enseigne qu'à un moment donné, tu te pinces pour voir si tu n'es pas mort. Parce que le mort, il ne sait pas qu'il est mort. OK? Et puis, cette chanson vient de là. Mon cœur a pleuré. Voilà, le prétentieux, le vaniteux Alpha Blondy se trouvait seul devant son destin, vraiment seul. Alors justement, un de vos fils est présent dans cet album, le Prince Bleu, et il est aussi avec quelqu'un d'assez étonnant, un Ivoirien célèbre, Didier Drogba, dans cette chanson Ayoka. Ah oui. On est aussi à Sud Radio, la radio du football. Didier Drogba, c'est une légende de l'Ivoire. Didier Drogba, c'est la légende, c'est la référence pour tous les Ivoiriens, pour tous les Africains. Je vais te raconter une anecdote. Je vais à la Mecque. Et puis, on va pour acheter des djellabas dans le souk. Et puis, notre guide, il parle très bien arabe. Il parle au monsieur, je suis avec une célébrité africaine de Côte d'Ivoire. OK? Et puis le monsieur, il me regarde, il ne connaît pas. Il appelle l'autre qui arrive. Et puis, on lui dit, c'est une célébrité de Côte d'Ivoire. Et puis, Didier Drogba. Et j'ai dit à Didier, tu m'as volé mon heure de gloire. Et il chante dans cet album quand même. Il chante pas, mais il parle. Sa voix porte plus que la chanson. En tout cas, je voudrais lui dire un infini merci pour sa grande humilité et pour sa contribution pour la chanson Ayoka. Et puis, il y a une chanson très émouvante dans cet album, c'est Le Cri du Silence. C'est ma douleur, mon attache-cœur. La douleur d'une mère. Une chanson dédiée à votre mère, Bata, je crois. C'est ça. Ça vous dit Tony, elle n'est plus là, et vous conservez, et vous dites qu'elle avait beaucoup d'humour, et chaque moment passé avec elle était un moment d'amour et d'humour. En effet, en effet. Et cette chanson a été écrite par sa complice, Alissa. Voilà. Voilà, c'est mon épouse qui était sa grande complice qui a écrit cette et moi j'ai fait les parties en djoula et puis la partie française c'est Alissa. Et vous défendez aujourd'hui, et c'est pour l'avenir, la positive énergie. C'est ça qu'il faut. Jacques, je t'ai déjà dit, on est condamné à être positif puisque la fin du film, elle est connue. C'est connu. Oui. Donc on n'a que le choix de prêcher le positif. Et tu vois, l'amour, tout ce qui est positif, tout ce qui embellit notre voyage. Et le positif, c'est l'avenir. L'avenir, maintenant cet album est sorti, vous allez continuer à tourner, vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Inch'Allah, oui. Nous partons Sri Lanka. Voilà, dans le Sri Lanka, on va jouer au Sri Lanka, on va jouer en Hollande, et puis il y a le No Logo, et puis il y a nos frères du Brésil et du Porto Rico et tout ça qui nous tendent la perche. Voilà, et il y a de quoi. Et à chaque fois, le public, plusieurs générations sont enthousiastes. Je te dis, mon frère, tu vois, quand je te parle de Dieu, ok, c'est la mission qu'il nous a confiée et il nous aide énormément
dans l'accomplissement de cette mission. Mais en tout cas, continuez cette mission Alpha Blondy et puis revenez quand vous voulez dans les clés d'une vie parce que vous avez tellement de choses à dire que je pourrais vous interviewer 10-20 fois sans problème. Merci Jacques, merci infiniment et que Dieu te donne la santé, la longévité et beaucoup de bonheur. Et réciproquement, et puis bravo pour cet album Rise. Amen. Continuez, ne changez rien. Merci. Yeah. Merci Alpha Blondy. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Merci Jacques. Merci. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.